Alors une première question ici, on te demande est-ce que les étapes doivent venir dans l'ordre que tu as donné ou peuvent-elles être d'ordre différent? Bon, premièrement, les étapes peuvent être divisées en différents sous-étapes. Et l'ordre est un ordre habituel. Il y a des personnes qui vont vivre le même genre d'étapes dans un ordre quelque peu différent. Chose qui est certaine, c'est que les perturbations primaires au niveau du plan physique, au niveau du plan de la psychologie, si elles ne sont pas suffisamment puissantes, peuvent passer inaperçues à l'ego. Alors la personne peut penser ne pas avoir eu de perturbation ou elle a pensé que c'était directement relié à des pathologies physiques. Alors ce n'est pas nécessairement le même ordre, quoique normalement c'est l'ordre par lequel va passer l'être qui se conscientise. Question concernant l'année 86, un astrophysicien français qui est au Québec actuellement a dit il y a 2 semaines à la télévision qu'il serait dangereux pour nous, Québécois, de voyager en Europe à partir de janvier 86. Qu'en penses-tu? Crois-tu que cela soit dangereux pour nous vraiment? Effectivement, pour le Québécois qui fait partie de ce monde du Québec ésotérique, plusieurs endroits sur la planète vont commencer à être dangereux à partir de 1986. Maintenant, il faut bien comprendre les différents dangers. À ce sujet, d'ailleurs, je fais une conférence en janvier qui s'intitule Le travail planétaire, sur lequel, justement, je vais aborder les régions qui vont encore être foulées par certains Québécois dans le but d'opérer certaines transformations à l'échelle de la planète. Et il y a des régions qui, énergétiquement, deviennent inférieures en vibration, en qualité et en quantité que ce que le Québec peut donner aux êtres humains qui vivent dessus. Autrement dit, lorsque vous allez dans une région qui est supérieurement énergisée, vous en bénéficiez. Et lorsque vous allez aller fouler le sol de régions qui sont insuffisamment énergisées par rapport au sol que vous avez quitté, alors vous allez vous faire têter en énergie, c'est-à-dire que cela devient dangereux pour celui qui y va. Il y a évidemment des mécanismes que j'ai abordés de temps en temps au niveau des conférences et que nous abordons aussi au niveau des PMC, qui permettent à l'homme de pouvoir conserver son énergie, que ce soit de l'énergie physique, vitale, psychologique, émotive, astrale ou mentale, de façon à pouvoir lui permettre de parcourir n'importe quel sol, de traverser n'importe quelle foule et de rencontrer n'importe qui sans se faire sucer son énergie par une personne qui en a besoin. Alors, prochainement, et plus cela va, plus certains pays, des anciennes sources d'énergie, là où les humanités blanches, les différentes sous-races de notre race blanche, neurologiques qui n'ont pas cutané, ont vu le jour, perdent en énergie parce que la Nouvelle Terre, les Amériques et surtout le Québec ésotérique, pour des raisons que j'ai déjà énumérées dans des conférences antérieures, ces régions perdent énormément d'énergie et se voient obligées d'aller en quêter, d'aller en chercher, d'aller en voler ailleurs. Lorsque le Québécois énergétique va fouler certaines régions du globe, il risque de se faire vampiriser son énergie. Et le fait qu'un astrophysicien, il faut bien comprendre aussi que l'astrophysique est l'une des sciences qui se rapproche le plus de l'ésotérisme québécois ou du Québec. Alors l'astrophysicien français, ici, sait de quoi il parle. Une question qui est en rapport avec la conférence spéciale que tu as donnée dernièrement. Est-ce qu'on peut la lire dans le cadre d'une conférence publique? Ok. Est-il vrai qu'un peuple doit disparaître, comme certaines tribus indiennes du Pérou, pour laisser la place à un autre peuple que les extraterrestres amèneraient là, à cette place où il n'y a pas de magnétisme, à la frontière Pérou-Bolivie? Est-ce pour cela les couloirs d'énergie dont tu as parlé à la conférence spéciale? Donc, ta question était si tu pouvais la lire. Oui, mais je réponds pas.
Peut-on s'attendre à des événements particuliers au Québec en 1986 concernant l'évolution vers le contact supramental? Des événements particuliers. Bon, alors évidemment, si je réponds oui, cela peut plaire à différents égos qui s'attendent à des apparitions miraculeuses de différentes choses. Si je réponds non, cela pourrait frustrer certains égos qui sont presque en voie d'arriver à certains contacts supramentaux, contacts de base, contacts colorés dans le début. De toute façon, depuis 1969, à l'échelle de la planète, il se passe des choses originales pour l'homme ancien, attendues, conventionnelles, normales, prévues pour l'homme nouveau. Alors, en 86, on aura au Québec un peu plus de personnes nouvelles qui vont commencer à prendre la parole. Et on verra aussi un changement progressif dans la mode psychologique, un commencement progressif. Cela va pouvoir s'étirer sur 87, 88, 89. Un commencement progressif au niveau du changement de la mode de la collectivité. Alors, les idoles vont changer. Les leitmotifs spirituels vont se mentaliser. La politesse va être intégrée d'une façon différente. La mode vestimentaire va aussi être adaptée à la psychologie nouvelle. Et il y a plusieurs mécanismes d'une très grande envergure qui vont commencer à s'opérer en 1986. Et on verra aussi l'arrêt de diffusion de connaissances par certains conférenciers. Alors, 1986 réserve énormément de surprises. Je ne veux pas élaborer dessus parce que ma fonction n'est pas de prophétiser. Et l'homme doit savoir en temps et lieu ce qui se passe. Tu as parlé de l'évolution de 1969 à 1986. Est-ce qu'il y aura une évolution différente à partir de 86? La comète Halley aura-t-elle une influence sur cette évolution? Comme tout véhicule qui traverse une région énergisée, la comète de Halley traîne avec elle de l'énergie supramentale, des énergies extérieures à notre système solaire. Et évidemment, la Terre va bénéficier en bien et en mal de cette énergie. La comète de Halley a surtout comme fonction de perturber les mécanismes de l'âme planétaire, les mécanismes astraux, qui sont régis par cette planète vibratoire, celle que l'astrologie connaît si bien. Alors, ce genre de choses, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Il faut bien comprendre aussi que la comète de Halley est une étoile, disons, qui a été aperçue 8 ans avant la naissance du Nazaréen et qui a servi à diriger ce que la religion condamne, 3 astrologues, connus sous le nom des rois mages. C'était des astrologues. 8 ans après, le Nazaréen, disons, non pas le Christ, mais le corps du Nazaréen naissait, donc en l'an 2 avant Jésus-Christ, pendant l'été. Et la comète de Halley a toujours été une entité cosmique, matérielle, qui, de par son voyage à travers notre galaxie, non pas elle ne connaît pas la galaxie au complet, mais elle sort de notre système de planètes. Et lorsqu'elle revient, elle entraîne avec elle des mémoires de cette expérience qui viennent évidemment perturber en bien et en mal l'évolution de l'homme. Entre 1969 et 1986, il y a eu une évolution différente de ce qu'il y avait avant 1969. Ce genre de perturbation évolutive va se terminer après l'an 2000. Donc, on aura une poursuite normale. Il n'y aura pas de bloc successif à 1986. On va continuer ce qu'on a commencé depuis 1969. Des questions qui sont reliées un peu. À l'étape où tout nous indiffère, tu as fini en disant qu'il y avait danger de tout laisser tomber. Veux-tu élaborer? Ça m'intéresse pas, fait que je laisse tomber. Pourquoi continuer ce qui n'offre plus d'intérêt pour nous? Le mécanisme de cela. Bon. C'est que lorsque, évidemment, la personne qui pose cette question n'a sans doute pas perdu l'intérêt, comme je dis qu'une personne perd l'intérêt.
lorsque vous ne voyez même plus l'utilité de vous lever le matin, lorsque vous ne voyez même plus pourquoi vous allez travailler pour ramasser de l'argent, du papier, lorsque vous ne voyez même plus l'utilité de manger, de parler, de penser, là, on est dans cette étape. On est profondément entré dans cette étape. Évidemment, certaines personnes vont passer d'une façon plus à la surface. Pourquoi continuer ce qu'il n'y a plus d'intérêt pour nous? Le mécanisme de cela. Je dis bien que lorsque l'homme perd l'intérêt pour à peu près tout, si l'homme a la faculté de pouvoir mentaliser les mécanismes qui s'opèrent chez lui, même s'il n'a plus d'intérêt, il saura ce qu'il peut faire, ce qu'il doit garder et ce qu'il peut abandonner. Mais lorsque l'homme n'a pas la faculté de mentaliser, lorsque l'homme se dit « même le travail n'a plus de valeur, même ma femme, mes enfants ou mon mari n'ont plus de valeur, même mes amis n'ont plus de valeur, même mon auto, je la vends pour pas cher, même etc. » Lorsque l'homme cesse de manger, le mental n'entre pas en fonction. Et là, il y a un danger. La personne doit donc comprendre que c'est une phase temporaire, transitive, et elle doit continuer, elle doit persévérer à faire ce qu'elle a toujours fait, même si elle n'en voit plus l'utilité, l'importance ou l'attraction. Lorsqu'une personne peut mentaliser clairement, il y a des choses qu'elle devra abandonner. De toute façon, l'homme nouveau est un être qui devra naître. Donc, il devra, à un moment de sa vie, tout abandonner. Tout abandonner. Mais il abandonnera tout que lorsqu'il sera capable de naître. Tandis que l'homme ancien qui essaie d'imiter, parce qu'il réfléchit, lorsqu'on imite, on réfléchit. Parce qu'il réfléchit le vécu d'un autre, donc il l'imite, il ne peut pas arriver au même résultat. Parce que celui qui l'imite n'imitait personne. Alors lorsque l'homme croit qu'il doit tout abandonner, lorsque l'homme croit qu'il doit se mettre au monde, lorsque l'homme entre dans un trip spirituel comme tant en ont vécu, il passe complètement à côté de son chemin. Il vient un temps où pour une chose, on la remplace par une autre. Il vient un temps où toutes ces choses sont détruites, démolies, abandonnées, parce que nous sommes capables de rayonner nous-mêmes notre propre conception de ce que nous voulons être, c'est-à-dire en réalité que nous sommes capables d'exprimer totalement ce que nous sommes. Nous sommes capables de nous assumer. Alors, évidemment, une personne qui est capable de mentaliser les mécanismes qui s'opèrent chez elle lorsqu'elle perd de l'intérêt pour certaines choses, si vous aviez de l'intérêt pour les poissons rouges et ça ne vous tente plus, bon, faites-les cuire, mangez-les ou donnez-les à quelqu'un. Mais si vous perdez de l'intérêt pour vos enfants, faites-les pas cuire, mangez-les pas ou donnez-les pas. Si vous perdez de l'intérêt pour votre emploi, ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Si vous en avez un meilleur ailleurs, parfait. Mais allez-vous-en pas sur le chômage, en espérant qu'à un moment donné, tout va s'arranger, ou sur le bien-être. Sachez une chose, c'est que l'homme nouveau qui espère que tout s'arrange, découvre que ce mécanisme d'espoir ne fonctionne que chez l'homme ancien. Il n'y a que l'être qui ne peut comprendre, qui va être apparemment aidé par l'intelligence. Mais l'être qui a la faculté d'exprimer l'intelligence, on le laisse libre. Parce qu'un jour, il va être capable de l'exprimer, cette intelligence. Mais si on vient penser pour lui, un tant soit peu, on le perd. Alors, celui qui se dit, je vais attendre et à un moment donné, ça va s'arranger, il va se faire arranger. Mais ça ne s'arrangera pas. Et plusieurs l'ont expérimenté à leur dépens. Lorsque vous perdez de l'intérêt pour des choses mentalement reconnaissables comme point vital ou vitaux, lorsque cela a de l'importance mentale pour vous, abandonnez pas. Et si vous n'êtes pas capable de le savoir, alors n'abandonnez rien. Parce que vous n'êtes pas en état de déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Simple. C'est facile. C'est dangereux. Autrement dit, à cette phase de désintéressement, il y a une phase de créativité qui lui succède où on est capable de s'évaluer et puis simplement de passer à l'action sur
un autre niveau, un autre palier d'évolution. Il faut attendre ce moment-là. Oui, et lorsque la phase de créativité commence à apparaître chez l'homme qui n'a plus de goût, il doit faire attention pour ne pas se lancer sans mettre tous ses œufs dans cette phase de création et d'expression, parce que cette phase ne sera pas ajustée nécessairement avec la réalité qu'il vit. Alors il risque de tout perdre ce qui lui restait dans cette phase ascensionnelle de créativité. Alors lorsque la personne commence à vouloir créer, elle ne doit pas commencer à mettre toute sa sécurité financière ou toute son organisation matérielle sur cette phase de créativité parce qu'elle risque d'en payer les pots cassés. Sa créativité sera une créativité d'homme nouveau et elle ne sera aucunement ajustée à la créativité ou aux nécessités matérielles, industrielles, d'affaires de l'homme ancien. Et l'homme nouveau, créatif, vit dans un monde d'homme ancien. Alors si l'homme devient créatif, qu'il crée, mais qu'il poursuive son emploi, qu'il poursuive ce qu'il a commencé, tant que sa créativité ne sera pas sécuritairement capable d'assumer son rôle de pourvoyeur financier et matériel. Et ça, c'est drôlement important. Parce que celui qui est créatif doit avoir la faculté de créer. Celui qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de matière, qui est dans la misère, même s'il a la faculté d'exprimer la créativité, il n'a plus de matière pour que celle-ci puisse prendre corps. Il ne peut plus exprimer sa créativité. Le peintre qui n'a ni toile, ni pinceau, ni peinture est un peintre. Mais on s'en fout. Quels seront les loisirs de l'homme nouveau et de la femme nouvelle? Sera-t-il encore question de plaisir? Ça dépend ce qu'on entend par plaisir. Des plaisirs qui ne sont pas catholiques. Des plaisirs qui le sont. L'homme nouveau, et ça c'est commencé chez beaucoup d'entre vous, orchestre sa vie en fonction de deux choses. Il orchestre sa vie en fonction de l'entretien de ce qu'il a, dans ce qui est utile. Et deuxièmement, il orchestre sa vie en fonction de l'amélioration de ce qui est utile. Les loisirs, l'amusement psychologique, c'est bon. Ça fait en sorte que l'ego peut fermer sa trappe. Ça replace différentes énergies. Il y a d'autres moyens que l'amusement psychologique pour faire ça. Et celui qui n'arrive pas par l'amusement psychologique à faire ce genre de travail doit le faire par le rabaissement vibratoire, par la drogue, la boisson, la musique et d'autres choses. Votre corps physique est important, il est utile. C'est par l'intermédiaire de votre corps physique que vous pouvez vous exprimer et que vous pouvez goûter à ce que l'antique religion appelle l'évolution. L'entretien, le premier loisir doit servir à entretenir les outils qui vous permettent d'explorer, d'expérimenter, d'évoluer et d'entrer en contact, donc de vous libérer. Et ces outils sont utiles jusqu'au jour où ils ne le seront plus. Étant donné que l'homme ancien occupe ses loisirs en fonction de l'oubli, parce que le loisir de l'homme ancien est là pour permettre à l'homme ancien d'oublier qu'il existe, d'oublier son corps, d'oublier l'évolution, d'oublier les misères, d'oublier les souffrances, d'oublier la mort, d'oublier la vie, de tout oublier. L'homme nouveau orchestre ses loisirs en fonction de l'entretien de ses outils. Donc, l'homme nouveau commence par élaborer, par déterminer quels sont ses outils. Et ensuite, il organise ses loisirs en fonction de l'outil. Le loisir peut être, regardez, le hockey. On n'entretient rien. Le loisir peut être de jouer au hockey. Et là, on peut entretenir des outils. Alors évidemment, l'homme nouveau va orchestrer tous ses loisirs en fonction de l'entretien. L'homme ancien qui s'entretient a du plaisir dans l'entretien, mais il ne sait pas nécessairement ce qu'il fait. Faites de la raquette, faites du ski de fond, faites d'autres genres d'activités, ça entretient. Mais est-ce que l'homme ancien le fait pour entretenir ou s'il le fait pour passer le temps encore une fois et pour oublier? Alors lorsque l'homme nouveau fait la même activité que l'homme ancien dans le but d'entretenir ou d'améliorer, les résultats sont beaucoup plus probants, beaucoup plus rapides. Alors les loisirs, ce sera approximativement les mêmes loisirs que ce que l'homme connaît.
Mais l'optique de la pratique de ces loisirs sera totalement différente. Je n'ai jamais entendu une conférence aussi bonne, j'apprends énormément. Mais j'ai des problèmes d'ordre physique, c'est une vraie farce. Tout arrive en même temps. Effectivement, aucun médecin n'y comprend rien. Peut-être est-ce que je peux associer ça à un changement génétique? En tout cas, de la manière qu'il écrit. Bon, premièrement, cette personne pourrait peut-être se référer, si elle veut en savoir un peu plus sur les problèmes pathologiques, à une conférence que j'ai déjà faite qui s'intitulait, je crois, La guérison miraculeuse. Il faudrait vérifier. Dans laquelle j'expliquais les mécanismes de l'apparition des maladies. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des maladies qui sont d'ordre planétaire. L'homme est assujetti à un karma collectif planétaire. Il y a des maladies qui sont d'ordre physique, les accidents. Il y a des maladies qui sont d'ordre vital, celles qu'un magnétiseur peut guérir. Il y a des maladies qui sont d'ordre psychologique ou astral, celles qu'un exorciseur peut guérir. Le psychiatre est un exorciseur, et différents personnages qui œuvrent dans ce domaine sont des exorciseurs. Il y a quelques rares maladies qui sont mentales, et chez l'homme nouveau, la maladie mentale tend à apparaître. Évidemment, il faut faire la différence entre le mental ésotérique, de la psychologie de l'homme conventionnel, qu'il va aussi appeler le mental. Un fou, normalement, souffre de maladie mentale chez l'homme ancien, tandis qu'un fou, chez l'homme nouveau, souffre de maladies psychologiques ou astrales. Les maladies mentales, donc les maladies régies par le corps mental de l'homme, par la faculté qu'a l'homme de mentaliser les choses, sont des maladies nouvelles qui sont des critères, disons, d'amélioration, de mutation ou d'évolution. Lorsque la personne a un paquet de problèmes d'ordre physique qui arrivent, lorsqu'elle dit elle-même c'est une vraie farce, ces maladies ne sont sans doute pas d'ordre psychologique parce qu'elle ne dirait pas c'en est une vraie farce. Lorsqu'une personne peut se permettre le luxe d'être malade et d'en rire, même si c'est dur parce que l'ego en souffre, ces maladies sont sans doute des maladies d'ordre conscientisante, c'est-à-dire des maladies reliées à son propre contact avec l'énergie supramentale. Tant que l'ego résiste, tant que les bas-fonds de l'ego résistent, tant que ce qui n'a pas été énergisé, tant que l'âme planétaire chez l'homme existe, tant que les bas-fonds, ce que l'antique religion appelle les péchés, c'est-à-dire tout ce qui est colère, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est peur et crainte, tout ce qui est désir, tout ce qui est un paquet de choses qui ont toujours été refoulées parce que écrasées par la conscience spirituelle de l'homme, à un moment donné tendent à s'exprimer. Et cette personne qui souffre, moi j'ai des problèmes d'ordre physique, c'est une vraie farce, tout arrive en même temps. Effectivement, aucun médecin n'y comprend rien. Peut-être que je peux associer ça à un changement génétique. La personne qui a différentes maladies en même temps se doit de consulter un médecin. Et je ne dis pas de croire le médecin. Parmi les personnes qui font le PMC, on a plusieurs médecins. Ce sont les premiers à dire que le médecin ne peut rien savoir, ne peut rien comprendre et que c'est l'un des personnages les moins fiables qu'il y a au niveau de la médecine. Et ce sont les médecins de médecine générale. Les médecins ont des connaissances extraordinaires, sauf que leurs connaissances sont limitées à ce qu'ils ont appris et dans l'optique avec laquelle ils l'ont appris. Lorsqu'une personne souffre de différentes pathologies, elle se doit de voir un médecin. Lorsque plusieurs médecins ne comprennent rien, je ne dis pas qu'elle doit croire le médecin, je dis qu'elle doit voir le médecin. Lorsque différents médecins ne comprennent rien, il peut y avoir un danger physique comme n'importe quelle pathologie. Normalement, tout se replace tout seul lorsque ce qui avait à être éliminé est éliminé. Et comment on sait que cela a été éliminé? C'est qu'on comprend ce qui s'est passé. Et automatiquement, tout revient dans l'ordre. Un autre compliment, ici, extraordinaire conférence. Lorsqu'on perd la mémoire, ça devient embêtant dans une conversation. Qu'est-ce que l'on fait avec ce phénomène? Effectivement, c'est un mécanisme que plusieurs personnes vivent. Le fait de commencer à parler, de perdre la mémoire. Alors, il la cherche, le regarde partout, et il ne la trouve pas. Je pourrais dire la meilleure chose, c'est de parler à quelqu'un d'autre qui perd aussi la mémoire. Mais
Comme ça, il ne se rappellera pas que vous avez perdu la mémoire. La personne qui perd la mémoire, elle est en train de découvrir quelque chose de neuf chez elle, c'est-à-dire qu'elle est en train de passer de l'étape de la conversation psychologique à l'étape de la conversation intelligente. La personne qui est dans l'étape de la conversation psychologique ne vit pas la parole. Elle récupère ses mémoires, elle les coordonne et elle parle. Elle vit son passé. Tandis que la personne qui a une étape de parole intelligente, celle qui communique par l'intelligence, vit la parole. Autrement dit, elle expérimente le mécanisme de la parole et elle apprend en parlant, tandis que l'autre se rappelle en parlant. Lorsqu'une personne perd la mémoire lorsqu'elle est en train de parler, c'est que des mécanismes fondamentaux dans la mutation de l'homme nouveau sont en train de s'opérer pour la forcer à quitter le monde de sa mémoire et à commencer à parler d'une façon non mémorielle. Alors la personne qui perd la mémoire lorsqu'elle est en discussion, c'est qu'elle parle pour rien dire. Elle fouille dans ses mémoires et elle essaie de se camoufler, de se leurrer. C'est subtil, elle ne s'en rend pas compte. Elle essaie de se faire croire qu'elle accomplit un travail de mentalisation, un travail intelligent. Elle se voit coupée par ses propres mécanismes d'ajusteur de pensée qui l'interdisent alors de dire des choses qui ne seraient pas ni écologiques ni utiles pour elle-même. Si la personne est capable d'arrêter de parler, elle ne sait pas ce qu'elle allait dire, elle a oublié, elle va être capable d'intégrer ce qui se passe et elle va être capable de parler de ce qui se passe. Et c'est ce que la personne doit faire. Oyable l'auditeur. Elle doit parler de ce qui se passe. Et elle va régler son problème. Elle va découvrir ce que c'est que vivre la parole, donc expérimenter en parlant. Elle va explorer l'expression du savoir instantané. Quelle différence ou quel lien y a-t-il entre une dépression, la descente de l'énergie supramentale et la perte de l'ego? Une dépression, le terme français annonce bien ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous étiez dans un niveau d'énergie particulier et qu'à un moment donné, vous descendez de niveau d'énergie. La majorité de ceux qui font le séminaire connaissent ce qu'est une dépression et on les avertit bien avant le début du séminaire parce que nous les faisons monter à un niveau énergétique qu'ils ne connaissent pas. Ils passent 2 jours à ce niveau, ce qui leur permet d'intégrer et de comprendre beaucoup plus de choses. Et après 1 mois, lentement, ils reviennent à leur niveau de départ ou quelque peu plus haut. Mais ils ont l'impression d'être dans une totale dépression. Présentement, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas malheureux. Et si on vous rend heureux d'une façon extraordinaire, si on coupe carrément ce bonheur, vous revenez à ce que vous étiez avant. Donc, vous n'êtes pas plus mal. Mais vous risquez de vous suicider. Parce que par différence de potentiel, comparant ce que vous avez eu à ce que vous avez, il y a dépression. Lorsque nous prenons un indigène dans la jungle, il est heureux. Lorsque nous l'amenons au Canada et qu'il vit 2 ans au Canada et que nous le ramenons dans la jungle, il se suicide. Il n'a rien perdu de ce qu'il avait avant, mais il peut se permettre de comparer. Il y a donc une dépression. Énergétiquement, c'est ce qui se passe dans l'homme psychologique, dans l'homme ancien comme dans l'homme transitif. Ça ne se passe plus dans l'homme nouveau. Parce qu'il génère lui-même sa propre énergie, donc il n'est plus sujet à se faire têter l'énergie pour tomber en dépression. Une personne qui se fait sucer l'énergie par trop d'événements tombe en dépression parce qu'elle n'a plus suffisamment d'énergie pour intégrer les événements. Lorsque l'énergie supramentale descend chez l'homme, il ouvre certaines portes chez l'homme, il va opérer certaines mutations dans le corps physique, donc cela va se répercuter dans la psychologie, et automatiquement l'homme ressent cette énergie, sent bien. Lorsque cette énergie se retire pour permettre au corps de l'homme, au corps avec un S, aux différents corps de l'homme de se reposer, l'homme vit une dépression. Si l'homme sait ce qui se passe, l'homme apprend à être patient, l'homme découvre les mécanismes du temps. Et l'homme s'en fout, l'homme ne vit plus de dépression. Ça l'a bien été, je voyais clair, j'ai tout compris, je comprends plus rien, je vois plus rien, puis ça va mal. C'est au bout. On va attendre, à un moment donné, ça va revenir clair, revenir parfait, puis ça, on marche comme ça pendant un laps de temps. Alors, la personne qui n'est pas avertie va vivre des dépressions.
Lorsque l'ego disparaît, il n'y a pas de dépression. Il n'y a qu'une montée totale d'énergie. Quel est le mécanisme qui fait que l'on ne croit pas ce qui se passe chez nous, la transformation par exemple, ou encore reconnaître l'acquisition d'une faculté que je mettais très très haut avant? Le fait de la mettre très très haut avant fait qu'on la met hors de sa portée. Et lorsqu'un jour on découvre qu'elle est à notre portée, alors on se dit, oups, la conscience collective de l'homme empêche l'homme de voir ce qu'il est, lui. Donc, elle éduque l'homme à être médiocre, à être faible et petit, à s'agenouiller devant un Dieu qu'il a créé lui-même. Quel est le mécanisme qui fait que l'on ne croit pas ce qui se passe chez nous? On ne peut pas l'accepter parce que l'ego ne le vit pas. Lorsque certains mécanismes se passent chez l'homme ancien, cela va se passer au niveau de la conscience mentale ou au niveau de la conscience supramentale. L'ego est l'observateur de ce qui se passe, mais l'ego ne le vit pas. Alors automatiquement, l'ego s'identifiant dans tout ce qui arrive, ne peut pas croire que cela arrive parce que cela arrive chez lui, apparemment, mais cela ne lui arrive pas à lui. Lorsque quelque chose se passe dans votre conscience mentale, cela échappe au contrôle de l'ego. Alors l'ego se dit, ça ne m'arrive pas. Il a raison, ça ne lui arrive pas. Mais ça arrive à l'homme dans lequel cela arrive. Et l'homme, ce n'est pas que l'ego, il y a l'esprit, au-dessus de l'âme. Alors le mécanisme, c'est simple, c'est que l'ego ne peut pas toucher cette chose, malgré que quelque chose chez l'homme sait que cela fait partie de lui, de l'homme, non pas de l'ego. Alors l'ego dit non. Lorsqu'une chose est très haute, cela crée un but pour l'ego. Et vous savez très bien que les buts, vous en voulez. Mais vous ne voulez pas les atteindre. Vous voulez essayer de les atteindre. Et lorsque l'ego se rend compte que le but n'est plus un but, il perd un leitmotiv dans sa vie. Il perd une raison de travailler. Alors, encore une fois, il ne peut plus apporter de valeur à quelque chose qu'il ne peut plus essayer d'atteindre. Ou encore reconnaître l'acquisition d'une faculté que je mettais très haut avant. Faire bouger les objets à distance, connaître les choses qui ne sont pas connues de l'homme ancien, sont des facultés qui ne peuvent pas être perçues, vécues, expérimentées, explorées par l'ego, mais qui sont l'apanage de l'homme nouveau. Alors l'ego ne peut pas y connaître, l'ego ne peut pas y toucher, l'ego se dit non, ça se fait pas. Il va s'en faire, laissez le faire. À un moment donné, il va finir par apprendre qu'il y a d'autres choses que lui, dans l'homme, et que ça marche. J'ai des pertes de conscience. Mon corps physique continue de faire ce que j'ai commencé, mais pendant un certain laps de temps, je ne réagis pas. Je n'ai conscience de rien. Certains inconvénients en résultent, comme pour la conduite de mon auto, par exemple. J'ai arraché la porte du garage qu'on refermait. Normalement, j'aurais réagi et évité cet incident. Il serait préférable que ce monsieur fasse ses expériences avec la porte de son garde-robe. Ça lui coûterait moins cher. Les pertes de conscience. Mon corps physique poursuit ce qu'il a commencé, donc cette personne reste reliée à une programmation qu'elle s'était préétablie. Je sors. Elle perd soudainement le contact total, donc elle n'a plus d'attention, ou elle ne sait plus ce que son corps perçoit. Donc elle perd complètement le contact avec ce qu'elle pourrait appeler la réalité, tandis que le corps continue à fonctionner. Ce sont des mécanismes normaux de l'apparition de cette nouvelle conscience. Tout à l'heure, je parlais de transformation dans le plan physique, au niveau de la mémoire, dans le plan psychologique. Je parlais de transformation au niveau du plan du sommeil, au niveau des plans vitaux. Et cette personne ici me demande quoi faire ou ce qui se passe. Il se passe simplement ce que j'ai expliqué. Je crois que cette personne voulait surtout parler de son expérience. Parce que j'ai clairement expliqué ce qui se passe. Et je crois que cette personne voulait surtout parler de son expérience et j'en profite pour parler à l'ego de cette personne qu'elle fasse attention à ce genre d'expérimentation. Quand vous êtes en état de choc, que vous en êtes conscient et que vous cherchez de l'aide, comment
Comment trouver cette aide ou comment savez-vous qui peut le mieux vous aider? Un choc, c'est un choc. Alors, on ne peut pas savoir qui peut nous aider, parce que ça ne serait plus un choc. On ne peut pas se faire aider, parce que ça ne serait plus un choc. Ce serait un événement passager qui permettrait à l'homme d'apprendre un petit peu plus de choses. Lorsqu'une personne vit un choc, elle se retrouve, elle, en face d'elle-même. Lorsqu'une personne a eu la possibilité d'avoir une instruction avant, donc une préparation, c'est-à-dire qu'elle a pu instruire son ego, lorsque le choc survient, il est beaucoup plus facile pour cette personne de passer au travers du choc. D'ailleurs, il faut bien comprendre que plus il y aura d'hommes nouveaux, plus l'homme transitif passera facilement à travers ces chocs. Quand vous êtes en état de choc, que vous en êtes conscient et que vous cherchez de l'aide, tout à l'heure, j'ai dit que lorsque l'énergie se présentait quelque part, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui l'attirait. Et lorsqu'il y avait de l'énergie quelque part, ceux qui étaient attirés y allaient. Lorsqu'une personne vit un état de choc et qu'elle en est conscient, une chose qu'elle peut faire, c'est de s'en aller là où il y a de l'énergie, c'est-à-dire de s'en aller là où il y a des personnes qui vivent le même genre de phénomène qu'elle. Comment trouver cette aide? Cette aide, elle va le trouver chez elle. Ou comment savez-vous qui peut le mieux vous aider? On ne le sait pas. Si une personne en état de choc vient me voir, je vais lui expliquer ce qui se passe. Mais elle est dans un état de choc. Elle ne pourra pas comprendre ce que je dis. Alors elle vient, et moi ce que je fais, c'est que je parfais le choc. Remarquez qu'elle vient plus me voir souvent dans ces autres chocs. Sauf qu'elle apprend. Je ne suis pas un atténuateur de choc. Je serais même plutôt un stimulateur. Alors la personne, elle vient côtoyer d'autres personnes qui vivent le même genre de phénomène qu'elle, et énergétiquement, même si elle ne parle pas, elle finit par s'ajuster. Énergétiquement, elle remonte. Son degré d'énergie mentale, il finit par conscientiser, par mentaliser, par intégrer ce qui se passe, et elle passe à travers le choc. Mais se retirer seule dans le fin fond de son univers, c'est la pire chose qui peut arriver à une personne qui vit un choc. L'homme qui se conscientise peut en arriver à intégrer la conscience supramentale sans pour ça souffrir physiquement ou psychologiquement. J'y crois fermement. D'après vous? Mais si elle y croit fermement, ça ne sert à rien qu'elle me demande mon opinion. Hein? Ça servirait à rien. Qu'en est-il de la question de savoir s'il est préférable d'attendre notre propre naissance avant de vouloir donner la vie à un nouvel être? Cette mise au monde de nous-mêmes, ne pouvant être provoquée, ne pouvant être prévue, restons donc toujours hypothétiques, l'attente peut être longue et le choix s'impose alors. Risquer une grossesse plus aléatoire à cause de l'âge, ou plus probablement se voir frustré de son désir d'enfant ou d'enfanter en tant que femme ancienne. Que l'homme est malheureux. C'est un livre, donc. Les personnes qui posent des questions sur lesquelles je fais des petits commentaires, si elles se sentent frustrées, c'est justement pourquoi je fais des commentaires. Bon. Parce que les questions sont très intelligentes, vu que ce n'est pas elles qui posent. Alors effectivement, j'ai expliqué dans certaines conférences antérieures que lorsqu'une transformation génétique s'opérait dans un être vivant, on pouvait dire avec certitude que son évolution était transmissible génétiquement à ses enfants. Étant donné que l'homme ancien enfante un peu n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où, sans savoir ce qu'il fait, normalement, l'enfant est quelque peu plus évolué que l'adulte, mais pas comme cela se pourrait. Un être humain qui met au monde un enfant lorsqu'il a 40 ans, met au monde un enfant qui sera supérieur à un enfant qui aurait été mis au monde lorsque l'adulte avait 20 ans. Mais lorsqu'une personne, par un travail de conscientisation, arrive à transformer son corps physique, ce qui se fait et ce qui se doit d'être fait. Lorsqu'il a un enfant, il donne la possibilité à cet enfant d'avoir un véhicule expérientiel, exprimatif, qui pourra lui permettre d'exprimer son propre évolution. Il lui donne un véhicule drôlement plus approprié.
Alors il est donc intelligent pour l'homme de procréer lorsqu'il a de quoi à transmettre, et non pas de procréer pour combler une lacune psychologique que l'homme appelle l'amour ou l'affection, ou encore par accident, ou par expérience. Maintenant, est-ce qu'on doit procréer lorsque le corps est trop vieilli? Cela augmente la probabilité de donner naissance à des Mongols, pour l'instant chez la femme ancienne, en haut de 40 ans. La probabilité est plus grande, parce qu'au niveau du code génétique, certains chromosomes ont tendance à se rajouter. Savez-vous pourquoi les chromosomes ont tendance à se rajouter lorsque la femme dépasse la quarantaine? Simplement parce que toute l'expérience génétique de la femme n'ayant pas été intégrée par son système génétique, elle ne le sait pas. Mais le corps physique et le corps vital vont rajouter une paire de chromosomes pour pouvoir additionner l'expérience évolutive de la femme de façon à donner naissance à un enfant plus évolué. Mais cette paire nouvelle de chromosomes va donner naissance à un enfant mongoloïde. Et lorsque cette génétique est incorporée aux chromosomes déjà présents chez la femme, même après 85 ans, elle ne donnera toujours naissance qu'à des enfants nouveaux. La personne pose une question et c'est à la personne de répondre à sa question. Il ne faut pas non plus attendre le vieillissement du corps pour donner naissance à un enfant, parce que la génétique corporelle risque d'altérer l'évolution de la personne. Alors la personne qui pose cette question n'a qu'à se regarder le visage et à déterminer si oui ou non elle doit donner naissance à un enfant. Maintenant, je répète que l'enfant va être l'expression d'un esprit possiblement individualisé dans un corps et non plus l'expression d'un esprit pluralisé dans plusieurs personnes. Alors, on ne met pas au monde on a un enfant simplement par désir. C'est quelque chose d'autre qu'une réponse à un désir, un enfant. Les combustions physiques spontanées sont-elles dues à une descente d'énergie trop grande? Oui, mais pas supramentale, hein? Les combustions spontanées. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simple. C'est une personne qui est en train de laver son linge et puis qu'à un moment donné, elle brûle spontanément et elle fait fondre sa maison en même temps, ou la partie sur laquelle elle repose. C'est une personne qui s'en va dans son véhicule automobile et qui tout d'un coup décide de brûler. Or, elle fait fondre le métal, la vitre, elle fait tout fondre son automobile et elle brûle. C'est une expression amusante de l'expérience planétaire, des choses que la collectivité planétaire essaie. Certaines combustions spontanées ont été générées par les esprits maléfiques de la planète Terre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne, je donne des exemples comme ça, là, je ne vais pas m'étirer trop sur la combustion spontanée, une personne décide par la magie de vivre éternellement. Alors elle va voir un peintre qui connaît ce mécanisme, et elle va lui donner des parties, des rognures d'ongles, des cheveux. Et le peintre va incorporer ces choses à sa peinture, une peinture qui détermine une vie éternelle. Et à un moment donné, cette personne s'en va, elle magasine, elle est dans un centre d'achat, et elle brûle. Pour la simple raison que ces mécanismes fonctionnent. Et lorsque le feu a pris dans la maison de la personne, la peinture a brûlé. Et la personne étant énergétiquement reliée à sa peinture, elle a brûlé elle aussi. On peut faire que quelqu'un tombe amoureux de soi, on peut le rendre malade, on peut faire beaucoup de choses, et on peut aussi faire ça. Les autres mécanismes de combustion spontanée vont être une descente d'énergie planétaire, une recrudescence d'énergie, qui vont être, et ce serait extrêmement laborieux d'expliquer tous ces mécanismes, disons, sataniques, d'apparition dense d'énergie, où on va simplement essayer de créer un événement dans l'échelle atomique de la planète au niveau de l'expérience, et on va consumer moléculairement un corps vital et un corps physique. Or, une personne peut brûler spontanément, dégageant une chaleur que notre science a de la difficulté à obtenir.
il ne se passe rien de dangereux pour l'âme de la personne ni pour l'esprit de la personne, sauf qu'effectivement, le corps physique disparaît, ce qui est un peu embêtant pour l'âme qui essayait d'évoluer. Ça n'a rien à voir avec la descente d'énergie supramentale. Il n'y a aucune forme d'énergie intelligente qui s'amuse à faire brûler du monde. Y a-t-il des réservoirs d'énergie supramentale au-dessus des océans? Il y a des réservoirs d'énergie supramentale partout où il n'y a pas de religion. Et je crois que ça délimite les régions. Pourquoi l'homme veut-il évoluer? Pourquoi l'évolution? L'homme qui veut évoluer est un être psychologique qui réfléchit spirituellement. Et l'homme veut évoluer de façon à faire en sorte que son ego soit à l'image parfaite de l'énergie qu'il réfléchit. Alors automatiquement, l'homme qui veut évoluer, parce que ce n'est pas l'apanage de tous les êtres humains de vouloir évoluer, c'est l'apanage de l'homme qui est rendu dans un schéma de réflexion spirituelle. Alors l'homme entrevoit inconsciemment la réalité et l'homme essaie de se façonner à l'image de la réalité. Donc, l'homme veut évoluer, c'est-à-dire que l'homme appelle cela vouloir se parfaire, vouloir se perfectionner, vouloir rejoindre Dieu, vouloir quelque chose comme ça. Alors, l'homme perçoit inconsciemment quelque chose. Ce quelque chose n'est pas intégrable dans la conscience psychologique et spirituelle de l'homme. Alors, l'homme réfléchit cette chose dans cette conscience spirituelle. L'observant, il essaie de faire en sorte que le filtre, que le miroir qui réfléchit, devienne ce qu'il perçoit. L'homme, percevant une énergie qu'il va appeler Dieu, essaie de devenir ce Dieu. C'est donc normal que l'homme veuille évoluer, jusqu'au jour où l'homme va comprendre les mécanismes qui le régissent au niveau de son évolution, et l'homme va cesser son évolution. L'homme va commencer à être ce qu'il est, et l'homme va commencer à se laisser être ce qu'il est, au lieu d'essayer de transformer des choses qui ne sont pas ce qu'il veut qu'elles soient, pour évoluer. Peux-tu me dire qui est Rudolf Steiner? Oui, c'est une personne. C'est signé vie. Rudolf Steiner a été une personne qui a été contactée par l'énergie supramentale sans passer par les phases initiatiques qui permettent à l'être d'arriver à cette conscience supramentale. Alors, Rudolf Steiner a exprimé des mécanismes qui ont permis l'instruction des plans cosmiques, planétaires, des plans astroplanétaires, des plans de la conscience collective. Il a amené dans la conscience planétaire les premiers mécanismes des villages de l'homme nouveau, les premiers mécanismes de l'éducation de l'homme nouveau. Mais lui ignorait tout de cette conscience supramentale, comme aujourd'hui on va l'aborder. Si nous devons passer par une période de choc auquel on ne peut rien faire, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut même pas y réfléchir? Il y a une autre question après. Doit-on interpréter les symptômes physiques? Prendre conscience ne m'apparaît pas suffisant. Prendre conscience dans le sens observer n'est pas nécessairement suffisant. Prendre conscience dans le sens où moi je l'emploie, cela veut dire intégrer totalement le savoir de tout ce qui se passe. Ça, c'est suffisant. Si nous devons passer par une période de choc auquel on ne peut rien faire, que pouvons-nous faire? Non, c'est pas ça. Est-ce à dire? Même pas y réfléchir. Lorsque l'homme réfléchit, l'homme essaie de conscientiser. Lorsque nous passons par des mécanismes de choc, la réflexion, non pas de l'énergie qui vit le choc, on observe ce qu'elle tend à réfléchir dans notre conscience. Mais la réflexion, c'est-à-dire la mentalisation, donc une réflexion mentale qui essaie de voir les choses telles qu'elles sont pour en comprendre les mécanismes, peuvent permettre à l'homme d'arriver à se sortir de ce marasme parce qu'il va comprendre le mécanisme. Et cela peut aussi amener l'homme à ne pas comprendre le mécanisme, alors automatiquement le choc devra être répété. Et lorsque le choc est sans cesse répété, l'homme arrive à réfléchir mentalement, l'homme arrive à comprendre les mécanismes qui régissent ce choc, et l'homme arrive à s'en libérer. Lorsque l'homme en est libéré, il ne passe plus jamais par cette épreuve. Doit-on
interpréter les symptômes physiques. On doit observer les symptômes physiques et évidemment, on doit essayer de comprendre ce qui les cause. Pour comprendre ce qui les cause, l'homme arrive à s'observer. Mais ces mécanismes apparaissent chez l'homme par l'expérience, temporairement. Alors, je ne peux donc pas élaborer oralement sur ces mécanismes. Nous y travaillons dans différents cours. Nous pouvons, par la souffrance et par le choc, arriver à comprendre ce que j'entends. Par l'observance méthodique du corps physique, de façon à voir d'où vient, de façon à connaître l'origine d'une énergie qui s'établit chez soi par symptômes physiques. Prendre conscience ne me paraît pas suffisant. C'est évident que de voir son doigt shaker et de dire « Tiens, mon doigt shake, ça ne règle pas le problème. » Surtout quand tu viens me débarrer ton char. C'est un gros problème. Le fait d'observer, de se calmer et d'observer, l'homme nouveau arrive à pouvoir connaître son corps suffisamment, cellulairement, pour pouvoir en retrouver les mécanismes qui, dans sa psychologie ou même dans sa neurologie, créent ce mécanisme ectopique. Alors, il peut le canceller. Ce genre de choses se fait par la pratique de certaines techniques, se fait par l'expérience de la vie aussi. Le temps arrange tout. Question qui concerne les interférences astrales. J'aimerais savoir si l'astral peut aller jusqu'à rendre une personne de tes proches malade pour t'empêcher de continuer ton amélioration. Est-ce que les forces du mal ont la même évolution que nous? Pourquoi existent-elles? Les mécanismes d'involution de l'humanité sur lesquels nous allons revenir la semaine prochaine ont une tendance incroyable à éduquer l'homme de façon à ce que l'homme se sente responsable de ce qui arrive aux autres. Bien éduqué, l'homme devient faible. Alors on n'a qu'à manipuler l'extérieur, ses amis, ses proches, sa famille, ses enfants, pour qu'automatiquement l'homme pense qu'il doit cesser ce qu'il a commencé. Effectivement, les mécanismes d'involution vont charrier l'extérieur d'une personne seulement si cette personne est inatteignable par les plans bas de l'astral. Alors, on va faire en sorte de manipuler une personne pour que celle-ci, par l'intermédiaire de son corps physique, de sa parole et des liens affectifs dans la psychologie, puisse manipuler celui que l'astral planétaire ne peut pas rejoindre. C'est pas grave. Il vient un temps où l'homme est suffisamment puissant qu'il a une autorité dans l'astral. Et on ne peut plus toucher à ceux qui l'entourent. Mais lorsque l'ego veut essayer d'atteindre cette autorité mentale de façon à protéger sa famille, il n'y arrive jamais. Est-ce que les forces du mal ont la même évolution que nous? Pourquoi existe-t-elle ou-t-il? Pourquoi existe-t-elle? La semaine prochaine, je reviens sur pourquoi le mal existe. Alors évidemment, je ne peux pas aborder ce sujet ce soir. L'évolution des forces du mal est une évolution qui est reliée à la nôtre. Parce que nous créons le bien, nous engendrons le mal. Et parce que nous énergisons le bien que nous voulons accueillir chez nous, nous énergisons le mal. Pourquoi le mal existe? Pourquoi le bien existe? L'évolution des forces sataniques, lucifériennes, belzépuciennes et d'autres noms sont totalement reliées à l'évolution de l'homme et c'est nous qui non seulement les avons engendrés dans un certain contexte énergétique de leur apparence, de leur expression, de leur apparition, mais il faut comprendre aussi que certaines forces que l'homme appelle le mal sont les énergies hautement intelligentes qui ont engendré l'homme. Lorsque l'homme recherche son père, il peut souvent vivre un immense choc.
Mais on va revenir la semaine prochaine. Peut-on aider ceux qui traversent des épreuves? Bon. On peut faire des choses pour ceux qui traversent des épreuves. Une chose facile et simple que vous êtes capable de faire, et si vous avez suffisamment d'humilité réelle et authentique, c'est-à-dire si vous avez la compréhension intelligente de pourquoi je vous dis de ne pas faire plus, ça va fonctionner. Lorsqu'une personne a un problème et qu'il vient vous voir, donnez-lui pas de conseils. Glissez juste quelques petits mots, des mots-clés. Lorsqu'une personne vient se plaindre, elle vient se plaindre, elle revient se plaindre, elle revient se plaindre. Travaillez pas sur son plan physique, travaillez sur son plan psychologique. Alors un jour, vous lui dites carrément, c'est drôle, mais t'entendre comme ça m'emmerde royalement. Ça t'emmerde pas, toi? Et puis la personne, frustrée, parfait, vous continuez à embarquer dans son jeu si ça vous plaît, mais ça a été suffisant. Donnez-y pas de conseils. Lorsque vous voyez quelqu'un qui surveille jamais son automobile et que vous voyez qu'elle a un pneu mou, vous ne lui dites pas « tu as un pneu mou ». Parce qu'elle ne pourra jamais arriver à percevoir de par elle-même qu'elle a les pneus mous. Mais vous lui dites simplement « ton auto, il va bien? Oui. Ton char, ça marche? Tu le vérifies de temps en temps? Non? Oui. C'est bien. » Lorsqu'elle aura une crevaison ou un accident, elle pourra peut-être se rappeler qu'à un moment donné, vous lui avez glissé le mot. Faites ceci pour aider les autres. Ne leur ôtez pas la faculté de devenir intelligents en réfléchissant à leur place. Et quand cela sera bien fait, on aura de plus en plus d'êtres humains qui pourront réfléchir l'intelligence. On aura moins d'êtres humains qui iront chercher ceux qui réfléchissent mieux. Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi tu... Mais parce que la question est posée assez bizarrement. Est-ce que Dieu existe vraiment ou si c'est en nous que nous pouvons le trouver? Je te permets de rire. Autrement dit, si on ne le trouve pas en nous, il n'existe pas, c'est ça que ça veut dire? Est-ce que Dieu existe vraiment? Bien sûr que Dieu existe vraiment. Il y a un Dieu créé par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, placé dans le ciel et dans les mains desquels on va remettre la responsabilité de toutes les conneries que nous allons pouvoir faire sur la planète Terre. Et il y a d'autres concepts divins qui peuvent se rapprocher de la conscience supramentale, qui peuvent se rapprocher de la conscience hyper supramentale, ça n'a pas d'importance. Mais lorsque l'homme emploie le mot Dieu, l'homme emploie un mot qui est régi par une conceptualisation collective de l'incompréhension d'une énergie intelligente. Et lorsque l'homme emploie le mot Dieu, ce qu'il désigne existe. Mais n'existe que dans la conscience planétaire, ça n'existe pas ailleurs. Lorsque l'homme emploie le mot Dieu, il essaie par le mot Dieu de définir ce qu'il veut bien. Mais le mot Dieu est un mot clé qui définit autre chose, pensé par la collectivité depuis des millénaires. Est-ce que nous pouvons le trouver chez soi? Un jour, vous allez, comme j'ai expliqué la semaine dernière, rencontrer l'esprit, rencontrer ce que l'homme appelle Dieu, ce que l'ego de l'homme appelle Dieu. Et lorsque cela va être fait, l'ego va dire, ce Dieu, c'est moi. L'ego disant ceci devra intégrer le fait qu'il en est une partie intégrale qui ne doit pas être individualisée, c'est-à-dire que l'ego devra mourir. À l'intérieur de l'homme présent, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que de l'ego.
Mais lorsque l'homme se conscientise, lorsque l'homme finit par se libérer des contextes limitatifs du plan d'expérience de la planète, l'homme rencontre quelque chose d'autre qu'il n'appellera jamais plus Dieu. Au pire aller, il va l'appeler moi. Pas moi, mais moi. Vous pouvez comprendre. Alors, on se souhaite une bonne année 86 de l'âge ancien ou une bonne année 17 de l'âge nouveau, comme vous voudrez. Je vous rappelle encore une fois que les noms des personnes qui participeront au symposium sont maintenant connus. Symposium du 26 janvier, de 13h jusqu'à 21h30. Rencontre avec des hommes nouveaux, en compagnie de Roger Drolet, Dominique Toupin, Daniel Ménard et Daniel Kemp. Également que le PMC1 intensif aura lieu le 1er et le 2 février et que les arts martiaux, l'art d'AIM, soirée d'information le mercredi 22 janvier à 17h30. À l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp qui est « Le mal existe-t-il ?», vous pouvez recevoir la première partie de cette conférence présente. Voilà. On te